Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast consacré à la longue distance à vélo et notamment aux diagonales de France. Ici, on parle d'endurance, de gestion, de patience, de doute, parfois et de ces kilomètres qui transforment celles et ceux qui les parcourent. Je suis Marc Jacquemont et à chaque épisode, je tends le micro à des femmes et des hommes qui choisissent de rouler loin, longtemps, souvent dans la discrétion. Aujourd'hui, numéro spécial. Nous partons à la rencontre de 3 diagonalistes, Christophe, Stéphane, Rémi, et d'un coach sportif, Sébastien. Cet épisode a une thématique, celle de l'abandon. Nous avons sans doute déjà été confrontés à l'abandon, nous allons être confrontés à l'abandon ou nous y avons peut-être déjà pensé. Dans ces moments-là, que se passe-t-il dans notre tête et comment y faire face ? Cette thématique est à l'initiative de Christophe, que je remercie. Et donc Christophe, à toi, pourquoi cette thématique ? Ouais, bonjour Marc, écoute Christophe Terrien, diagonaliste. Alors j'ai pas fait que de l'abandon, j'en ai eu 5 de réussi, mais il s'avère que l'an dernier, j'ai eu le plaisir, on verra tout à l'heure, d'avoir le plaisir d'abandonner ma diagonale. Et c'est vrai que dans le train de retour, je t'ai appelé, nous sommes contactés par SMS et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, on ne parle que des succès et pourquoi ne pas parler de ce sujet de l'abandon? Parce qu'au moment où on le vit, on se rend compte que ça génère plein de choses et plein d'émotions et plein de choses contradictoires. Et donc, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un épisode sur le sujet. Et puis au fur et à mesure, on en a reparlé. Voilà, ça devient concret. Et je pense que j'espère, en tout cas, ce sera intéressant que les gens y trouveront des choses à y apprendre et à y collecter. Merci Christophe, et tu as proposé pour cet épisode de faire appel à un œil extérieur, un coach sportif pour son analyse, son regard, Sébastien. Bonjour Sébastien, merci d'être présent. Peux-tu te présenter, avoir une Bonjour première Marc. introduction sur l'abandon ? Bonjour Marc et merci de votre invitation. C'est très chouette. Ça m'oblige aussi, moi, de mon côté, à porter une réflexion, une analyse et à chercher. Et c'est toujours très riche et très intéressant. Moi, je m'appelle Sébastien Tolosan et je suis préparateur mental. J'accompagne pas mal de sportifs et notamment des sportifs de haut niveau vers la performance. Voilà, c'est mon rôle principal aujourd'hui. Et cette thématique sur l'abandon, je trouve, est très pertinente et très intéressante, puisque effectivement, on y est souvent confronté, ou en tout cas, dans la tête, même si parfois on n'abandonne pas, on est quand même sujet et on passe pas très loin de l'abandon, parfois. Et en introduction, j'ai répertorié quelques idées phares sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de débattre. La première, j'ai fait ça sous forme de question. La question que je me posais, c'était, vous, diagonaliste, est-ce que c'est OK pour vous d'abandonner ? Est-ce que vous en avez le droit, finalement ? Est-ce que vous vous autorisez cet abandon ? Parce que le refuser, c'est assurément, il me semble, générer en soi peut-être des attentes, des tensions. Voilà, et c'est la première interrogation que j'avais. La deuxième, c'était qu'au-delà de pédaler sur des milliers de kilomètres et durant des jours, est-ce que vous donnez un sens plus profond à ce challenge ? Parce que j'imagine que de telles épreuves amènent évidemment des tensions, des émotions, de l'inconfort, et que la réflexion que je me faisais, je me disais que si finalement le seul but, le seul sens que je donnais, c'était de tourner les jambes et d'avaler des kilomètres, peut-être que mon mental, à un moment donné, me challengerait très fort sur finalement à quoi bon tourner ses jambes, voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a un sens plus profond ? Je me posais aussi la question de savoir en quoi votre état d'esprit, et là pour moi il y a 2 familles, en quoi votre état d'esprit allait vous permettre d'abandonner ou pas. Et pour moi c'est assez clair que un état d'esprit d'aventurier, celui où je vais explorer, celui où je vais découvrir avec curiosité, et de prendre cette aventure comme un jeu, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de légèreté, était synonyme de beaucoup plus de chances d'aller au bout. Et dans l'autre famille, il y avait au contraire des verbes qui sont souvent présents chez les compétiteurs, c'est « il faut que »,« je dois »,« je veux »,
c'est l'objectif ou rien, avec évidemment très très générateur d'attente et de vouloir contrôler les choses. Et dans une telle aventure, je mets des points d'interrogation sur cet état d'esprit-là. Donc voilà, je serais intéressé de connaître le vôtre. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît aussi extrêmement important, c'est avec quelles armes vous partez à la guerre. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Déjà, en avoir conscience, sur quoi je vais pouvoir capitaliser, et puis comment les mettre au service de mon aventure, s'appuyer sur ces armes. N'importe quel sportif euh, part à la guerre avec ses armes et les fait valoir pour s'en sortir, adversaire ou pas adversaire. En tout cas, voilà. Donc, est-ce que vous êtes au clair là-dessus? Est-ce que vous les utilisez? Et le dernier point, peut-être, c'est sur le conditionnement. Je trouve certainement difficile de s'engager dans une telle aventure sans un conditionnement préalable. Et je me demandais aussi, je me posais la question de savoir si vous vous conditionnez, pardon, et puis comment vous faisiez. Voilà. Euh, voilà pour mon introduction, c'est les quelques réflexions que j'ai soulevées et qui me paraissaient intéressantes d'aborder, mais à voir. Merci Sébastien pour cette première approche qui traduit que le sujet est très vaste. Christophe, à toi l'honneur pour lancer la thématique sur l'abandon et peut-être commencer à donner quelques pistes de réponse à ce qu'il vient d'évoquer Sébastien. Non, des pistes de réponse, pas par rapport à mon abandon, mais c'est vrai que les questions, en tout cas, elles résonnent en moi. En tout cas, les questions que tu viens de poser, Sébastien, il y a des éléments qui sont évidents, hein. Je pense que quand tu parles avec quelles armes, bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas je veux, c'est vraiment, pour moi, la diagonale, c'est vraiment une notion de plaisir, hein. Donc, c'est vraiment une notion de plaisir et de découverte. Tu as parlé d'aventure. Et c'est vraiment ces deux mots, moi, que j'ai toujours mis en exergue, en tout cas, qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait pédaler jusqu'au bout de celle que j'ai pu réussir. Donc, c'est vrai que c'est important de le dire, et même si peut-être qu'il y en a d'autres que c'est pour d'autres raisons et ils cherchent à se challenger. On a toujours un minimum de challenge, c'est évident, mais en tout cas, c'est pas la version première de ce qui me fait pédaler, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi, ce que je veux dire aussi sur l'abandon, c'est que quelque part, c'est un compagnon de route, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que bon, moi j'ai réussi 5 diagonales avant d'abandonner ma diagonale l'an dernier. Mais quand je reparcours ces 5 diagonales et j'ai reparcouru mes comptes rendus, il y a au moins une fois dans chaque diagonale où j'ai eu comme compagnon de route de proximité, j'ai envie de dire, l'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est pas imposé à moi puisque je n'ai pas abandonné, mais en tout cas, la réflexion est arrivée et j'ai eu ce questionnement, mais est-ce que je ferais pas mieux d'abandonner? Voilà. Donc je pense que c'est important de le dire. L'abandon, on doit y penser. Enfin, à un moment donné, je pense qu'on est presque obligé d'y penser, ou en tout cas, ça vient parce qu'évidemment, les kilomètres que l'on fait ne sont, même si on y prend beaucoup de plaisir à certains moments, voire des plaisirs qui sont parfois complètement incompréhensibles, hein. Bien au-delà, on est tellement bien que on se demande pourquoi on devrait abandonner, mais à un autre moment, évidemment, on peut être à l'inverse. Donc, je pense que c'est un compagnon de route, il faut l'accepter. Et même moi, je suis allé jusqu'à même au-delà, puisque la dernière diagonale réussie, je l'ai appelé rendez-vous manqué avec l'abandon, puisque j'ai pas moins de 4 fois eu presque l'opportunité, entre guillemets, d'abandonner, ennui mécanique, etc. Mais même aussi problème, enfin, difficulté mentale. Mais voilà, j'ai eu l'occasion maintes et maintes fois, même si je suis allé au bout et avec beaucoup de plaisir en finale. Donc c'était aussi assez intéressant et quelque part, tant qu'on n'a pas abandonné, on se sent presque invincible vis-à-vis de l'abandon. J'ai envie de dire, jusqu'à l'an dernier, je me disais, mais il peut rien m'arriver, de toute façon, il se rapproche de moi, mais à chaque fois, j'arrive à lui dire, mais cause toujours, tu reviendras une autre fois, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Il y a un autre point qui me paraît important aussi. Euh, Moi, je fais mes diagonales en solo. Je pense que le fait d'être en solitaire, c'est peut-être, on a peut-être l'abandon plus présent avec nous parce qu'on a la tête, évidemment, on n'a personne pour discuter. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a deux fois où c'est les saristes qui m'ont sauvé. Donc, quelque part, parce que c'est une rencontre avec un sariste, hein, qui est venu à ma rencontre et qui m'a permis de passer au-delà de l'abandon, hein. Je me souviens notamment une fois, c'était Patrick, côté de
de la côte Saint-André qui m'appelle au téléphone. Je commence à m'arrêter, je dis je vais m'arrêter, je me pose le long d'un cimetière et le téléphone sonne et il me dit je t'attends à 40 km d'ici. Et je me suis dit mais je ne peux pas le faire attendre. Il y a quelqu'un qui a pris son vélo pour venir me voir, il faut que j'y aille. Et là, je me suis mis à accélérer d'une manière incroyable alors que j'avais pas de jambes 5 minutes avant. Donc c'est assez incroyable. Voilà. Et il y a 2 ans, c'était Patrice du côté de l'Auvergne. Donc voilà, quand je montais la côte de la Bosse, hein, ça ne s'invente pas. La côte de la Bosse, elle est assez pénible à monter et je n'avais vraiment plus envie d'avancer. Mais il est arrivé à ma rencontre. Donc je pense que ce côté solitaire ou pas solitaire, en tout cas, j'ai pas vécu les mêmes expériences quand j'ai fait des Paris-Brest ou des choses comme ça qui sont en groupe. Où on n'a pas du tout la même relation à l'autre et donc à l'abandon. Je dirais, il ne s'invite pas s'il y a déjà du monde. Et il est assez timide, l'abandon. Il ne vient que quand on est seul. Voilà, ça c'est un aspect important pour moi aussi. Et puis donc mon abandon de l'an dernier, je ne sais pas quelle est la cause, mais je pense qu'on va retrouver des éléments dont tu as parlé. Tu as parlé de conditionnement, Sébastien. Moi, je pense que c'était un de mes éléments. J'avais fait les mêmes nombres de kilomètres que les années passées. J'avais exactement à quelques kilomètres près la même intensité, je dirais, physique, hein. J'avais à peu près 6 000 kilomètres comme à chaque fois que je pars en diagonale. Donc là-dessus, j'étais rassuré. Par contre, je ne m'étais pas mis dans ma bulle. D'habitude, une semaine avant, je suis déjà dans ma diagonale. Je suis complètement dedans. Je pédale dans ma tête, même si je suis encore, pas le dire à mon patron, je suis encore au boulot, mais globalement, je suis déjà dans ma bulle. Et la diagonale occupe mon esprit nuit et jour une semaine avant. Voilà. Et cette année, ce n'était pas le cas parce que j'avais des soucis, pas personnels, mais pas très graves. Mais globalement, j'étais dans des travaux à la maison et donc j'avais des problèmes de réserve avec mes artisans. Et donc, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, j'étais pas dedans. Et je suis parti dans cet état-là sans avoir préparé ma diagonale quelque part mentalement. C'est succédé en plus un voyage en train difficile pour des problèmes de retard de train qui m'ont fait arriver 4 heures avant le départ, hein. Je suis arrivé à 22 heures à Brest pour partir à 2 heures du matin. Donc évidemment, avec un tas de stress, même si on essaie de se calmer, ce n'est pas forcément la meilleure façon de préparer. Et donc un état de fatigue générale qui n'a pas aidé pour démarrer. Et il s'est avéré que quand donc j'ai démarré cette diagonale, tout de suite j'ai senti que j'y étais pas. C'est-à-dire que bon, d'habitude j'ai 30 km pour me mettre dans ma bulle. Là, globalement, au bout de 50, au bout de 60, au bout de 70, j'ai dû m'arrêter pour dormir, alors que je venais à peine de démarrer. J'ai bien senti que ça n'allait pas et je comptais les kilomètres. Donc, quand on commence à compter les kilomètres sur un 1000, tu penses bien que, évidemment, ça va devenir vite compliqué. J'ai commencé à prendre du retard sur ma feuille de route et donc tout devenait un irritant. Hein, dès que je me trompais de route, ça devenait un irritant. Le vent, bah, évidemment, sur un Brest-Strasbourg, on ne rêve que d'une chose, c'est d'un vent d'ouest. Évidemment, j'avais un vent d'est, donc un vent contraire. Et donc ça, c'était un irritant supplémentaire. Il n'était pas très fort, mais globalement, j'ai dit, mince, c'est la diagonale pour avoir un vent de dos et j'ai un vent de face. Donc tout ça, c'était des irritants, mais parce que je n'étais pas dans ma bulle, parce que je n'étais pas prêt à accepter tout ça dans mon aventure. Je pense que c'est vraiment les éléments que je pense qui m'ont conduit. Et de manière assez surprenante, je me suis arrêté, donc j'ai décidé d'abandonner au bout de 250 km, c'est-à-dire quasiment rien, évidemment, parce que j'en étais encore au premier jour, mais j'ai senti que je n'étais pas capable de rentrer dans cette diagonale. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas la peine, tu prendras pas le plaisir, tu n'auras pas la découverte, tu sens que tu n'es pas là pour. Tu vas pas trouver les éléments qui d'habitude te poussent à être là. Voilà. Et donc, je me suis décidé à m'arrêter vers 250 km et donc c'était une diagonale extrêmement raccourcie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et malheureusement, j'ai prolongé avec un Londres-Édimbourg-Londres, mais Rémi pourra en parler aussi, qui nous a laissé en plan aussi, mais pour des problèmes de météo. Et donc, je suis toujours sur un insuccès, ce qui est quand même assez frustrant, hein. Donc, il va bien falloir que je bascule bientôt sur une nouvelle diagonale pour pouvoir, je dirais, conjurer ce sort. Merci Christophe pour cette approche de l'abandon. Sébastien, on a parlé de compagnon de route, l'abandon. Est-ce qu'en solo c'est plus facile? Est-ce qu'il faut être dans sa bulle, etc. Je te laisse répondre à peu près à cet ensemble de choses. J'ai combien? J'ai 2 heures pour répondre. Sur une diagonale, on a plus de temps. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Christophe, déjà, merci de ton partage et de la sincérité de tes propos, parce que sans sincérité, on ne va pas très très loin en général. J'ai découvert ça. Tu parles de plaisir, c'est fabuleux, mais si je t'accompagnais, je te demanderais de creuser énormément ce qu'il y a derrière le mot plaisir,
parce que ces notions vagues comme ça, elles volent en éclats dès lors elles peuvent voler en éclats dès lors qu'il y a des contretemps, des imprévus, des aléas, des choses qui coincent. Et le mental est très très fort pour nous faire voler en éclats dès lors que cette notion de plaisir n'a pas été vraiment creusée. Et souvent, à l'image d'un entonnoir, il y a un mot comme ça qui peut paraître très philosophique au départ. Et l'idée, au travers d'un échange, c'est de pouvoir venir préciser tes propos de manière à un moment donné à arriver à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus précis, beaucoup plus clair, sur lesquels tu vas pouvoir porter ton attention de manière à ressentir ce plaisir. Et ça, c'est important parce que et ça s'appelle la concentration, hein, à un moment donné. C'est peut-être sur le plaisir et peut-être, là j'interprète, mais lié à tes sensations. Et l'idée, ce sera de se dire, OK, quelles sensations, à quel moment, comment, et du coup de les observer. Et du coup, grâce à ça, c'est éviter d'avoir des pensées parasites parce que ton esprit est occupé à observer tes sensations et à avoir du plaisir en observant tes sensations. Voilà, donc je voulais te dire ça. Évidemment, c'est un compagnon de route parce que le mental nous challenge, mais tout comme les meilleurs du monde dans leur discipline, et ça, c'est intéressant de le comprendre. Djokovic en tennis ou dans d'autres disciplines sont également, comme vous, challengés par leur mental qui, à un moment donné, les amène très proches de l'abandon, si ce n'est des frustrations, des colères, des émotions négatives, etc., etc. La seule différence, c'est que quand les champions se font challenger, ils en prennent conscience, qu'il y a un personnage en eux, on pourrait le dire comme ça, sans être schizophrène, qui arrive et qui tente de prendre le lead, qui tente de prendre le contrôle. Et à ce moment-là, il y a deux options, hein. Ou alors je laisse le lead à mon personnage second. Il y en a qui le décrivent comme leur petit diable ou leur démon intérieur, etc., etc. Je laisse le lead et alors là, il peut m'amener sur des terrains très, très dangereux qui peuvent se matérialiser jusqu'à l'abandon. Ou alors, j'en prends conscience et à ce moment-là, je ne le laisse pas d'une façon ou d'une autre et chacun est singulier. C'est ça qui est riche dans l'accompagnement mental ou dans les questions que vous pouvez vous poser envers vous-même. Qu'est-ce qui vous va bien? Mais je ne laisse pas prendre le lead à ce démon ou ce diable et je reprends moi-même le contrôle de là où je veux aller, de qui je suis, de ce que j'ai défini en amont, c'est-à-dire les sensations liées au plaisir, si c'était le cas, etc., etc. Autrement dit, je gère mes émotions. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et donc, il y a des allers-retours, mais d'un côté, ou alors je suis embarqué, ou alors je reprends le contrôle et je gère mes émotions et je ne deviens pas le pantin au bout de la ficelle et de mon mental qui m'amène là, et puis là, et puis là, etc., etc. Tu parles de l'aspect solitaire. C'est évidemment être face à soi-même tout le temps. Et c'est évidemment l'opportunité d'être beaucoup dans sa réflexion. Et évidemment, ça peut être très dangereux. Alors que lorsque je suis avec un pote, lorsque quelqu'un t'attend quelque part, alors je suis préoccupé par quelque chose, je suis occupé par quelque chose, je suis concentré ou pas. Et du coup, ça devient plus facile, effectivement. Le piège d'être accompagné dans l'autre curseur, c'est de moins s'occuper de soi et d'être moins conscient de ce qui se passe en soi. Est-ce que je suis à la bonne allure? Est-ce que je m'hydrate correctement? Est-ce que je me suis écouté, observé suffisamment pour pas faire d'erreur et voilà. Donc, il y a des dérives partout, mais c'est intéressant. Évidemment, Christophe, j'enfonce une porte ouverte, mais sans un conditionnement qui te va bien à toi, hein, qui correspond à ta singularité, à ce qui fait sens pour toi, c'est difficile de rattraper le coup. Néanmoins, Christophe, ça peut très mal aller au début et tu peux terminer parce que tu retrouves du sens. Tu peux te retrouver avec des ailes dans l'eau. On l'a tous vécu à différents niveaux. Et tu l'as même vécu quand, d'un coup,
alors que tu vas pour abandonner, ton pote t'attend à 40 bornes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, comme par magie. Eh ben, c'est juste qu'à un moment donné, tiens, il y a du sens, ça part de la tête et ça stimule le corps et bim. Donc, c'est intéressant. Et attention de prendre une décision radicale dans un état émotif. C'est assurément faire une belle connerie. Donc, observez en vous du calme, du recul, voilà, des signes d'un calme intérieur, on pourra en parler, mais c'est trop important que voilà, Oui. être émotif, c'est un vrai piège. Mais cette partie-là est intéressante, mais c'est vrai que je crois que c'est Denis Scala qui l'avait dit dans son épisode de Diagonalis. Il dit: Je ne prends jamais une décision sans avoir dormi. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, alors que j'appliquerais, même si dernière, j'étais pas, enfin, c'était plus particulier que ça, j'étais pas fatigué, c'était juste une non-envie. Mais oui, oui, j'écoute bien ce que tu me dis et c'est tout à fait intéressant de bien l'intégrer, d'analyser et voir si on n'est pas prêt de ne pas partir de toute façon, à la limite de reporter l'échéance si on n'est pas prêt, tout simplement. Oui. Merci pour cette première approche qui déjà en dit beaucoup. Je précise que nous sommes à 5, nous sommes en visio, nous avons des fois quelques petites baisses de qualité du son, c'est le jeu. Merci pour cette première échange. Stéphane, tu veux te lancer sur ton abandon, ton approche de l'abandon? Ah, bonsoir, donc Stéphane. Donc l'approche de l'abandon, il y en a surtout un, c'est quelque part en Bourgogne en septembre 2017. Je me fais une super année sportive, bien galopée, j'ai dû courir 3-4 marathons dans l'année. Et je pars fin septembre faire une diagonale. Je dors chez les parents de copains sur Strasbourg. Un peu la boule au ventre, mais bon, ça va. Je pars, on va dire, je sais pas, un lundi ou un mardi matin de bonne heure. Première journée qui avance bien parce que j'arrive quasiment à Chalon-sur-Saône le premier jour. Mais ouais, je partais de Strasbourg, j'allais sur Andaille et j'avais pour objectif de suivre les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du Puy-en-Velay. Donc j'avance bien, j'arrive à Chalon. Mais la boule au ventre, j'arrive pas à manger de la journée. Le soir, la boule au ventre, je dors très mal de la nuit, boule au ventre. Et puis je repars, je traverse Chalon au bout de 15 minutes. Et puis là, assez rapidement, je tournicote un peu dans Chalon. Et très rapidement, je m'en vais à la gare. Je m'en vais à la gare acheter un billet de train. J'avais la boule au ventre, ça passait pas. Il y avait ni plaisir, je me sentais vraiment pas bien. Dès que j'avais acheté le billet de train, cette espèce de grosse boule au ventre a disparu. Et la raison était assez simple. Il y avait un nouveau-né dans la famille qui avait à peine 4 semaines. Il fallait absolument rentrer à la maison. Et le soir, j'étais à la maison. Bon, j'étais pas fatigué. Tout allait bien, quoi. Donc, ouais, ça m'a servi de leçon. C'est le grand, ouais, le seul abandon vraiment que j'ai vu. Et j'ai noté les quelques questions, là, quelques questions de Sébastien. Mais en termes d'abandon, moi, c'est pas une option en partant. Je pars, c'est pour aller au bout et je sais que je vais aller au bout. J'ai mon petit plan de route avec ce qui est prévu en cas de tout va bien et la limite pour que ça passe. Par contre, dès que je vais être parti, je vais avoir envie d'abandonner très rapidement, mais ça, je vais jamais passer à l'acte. Ça va me durer je sais pas si c'est une diagonale, peut-être la première demi-journée ou la première journée. Puis une fois que j'ai commencé un peu, que ça soit un peu dur, quand il y aura un peu de sport, ça ira mieux. Et puis ça sera parti, ça va rouler tout droit jusqu'à l'arrivée, en suivant la borne que je me suis mis entre le plan sans accroc et puis le ric-rac qui passe, quoi. Donc des fois j'utilise le ric-rac qui passe, et puis des fois c'est le plan qui se déroule sans accroc. Et, j'ai noté la deuxième question, pourquoi y aller? Moi, je suis très aventure sportive, je sais pas comment on peut dire ça, mais j'adore le côté sportif, mais j'aime bien un peu le côté, pour la diagonale, un peu l'étude sociologique ou la découverte du territoire, c'est un point hyper important pour moi. Je peux pas dissocier pour moi, faire du vélo de route, c'est découvrir le territoire. Je fais du VTT, du trail, donc on voit plus la nature, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, ouais, le vélo de route, ouais, c'est découvrir le territoire du pays, se rendre compte des réalités sociales et géographiques du pays. Ça, pour moi, c'est hyper important quand je fais des diagonales. Et je les trace, à part la première, mais depuis qu'en fonction de ça, quoi. Je cherche une thématique ou autre, puis je la suis. Et sinon, un peu comme Christophe, si j'ai pas j'ai toujours ma routine. Là, je pars dans une semaine, ma routine est lancée avec préparation du vélo, tout tralala. Je vais pas rouler, mais ça va passer. Et sinon, ouais, je me sens plutôt armé quand je pars. Euh,
je sais où sont mes points faibles, mes points forts, et je sais qu'il y aura un creux au début, puis après, ça ira quasiment tout seul, quoi. Et il y a une question sur l'esprit, j'ai pas trop compris, ou j'ai mal noté la question de Sébastien, ce qu'il y avait derrière. L'état d'esprit? Mais comment? De l'état d'esprit? Peut-être, je m'étais noté 3 esprits. Bon, moi, si on parle de diagonale, c'est vraiment d'aller découvrir le pays sur une thématique. Ça peut être tout n'importe quoi, les ponts, tout ce qu'on veut, mais d'aller chercher quelque chose, quoi. Et la fameuse étude sociologique au PMI de campagne, ça c'est indispensable. Ça, On s'arrête c'est pas au vrai. PMI de campagne sur une diagonale, on a loupé sa On est tous diagonale, quoi. d'accord. Le On est PMU et le donné au Vival, marque-point. le Vival dans le Massif central, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est les meilleurs moments. Non, puis on rencontre des gens, ce qui est bien qu'on fait du vélo de route. Si on parle de diagonale et des gros moteurs, en fait, quand on s'arrête au PMU, quand on s'inscrit, on a une plaque de cadre. Quand on fait une diagonale, je vais dire une bêtise, on va faire Brest-Menton. Et puis, je sais pas, moi, on va être à côté de Clermont-Ferrand. Puis, on va leur dire, bah, ce matin, je suis parti de Châteauroux. C'est à 150 bornes. Ils y vont jamais en bagnole, mais on l'a fait dans la matinée en vélo. Et c'est toujours des moments sympas à discuter avec les gens, quoi. On a une relation spatio-temporelle qui est complètement différente avec un besoin d'avancer, de se nourrir principalement, puis de se reposer, qui est complètement décorrélé de la réalité du moment des personnes qu'on peut rencontrer, que ce soit à la boulangerie ou au bar PMU, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse. Super, merci de ton partage. Je De rebondis, rien. Marc, c'est ça? Oui, vas-y, rebondis. Euh, Tu vois, ce qui est vachement intéressant dans les singularités de chacun, c'est que un nouveau-né, Stéphane, pour quelqu'un d'autre, ça aurait été un formidable moteur et peut-être qu'il Hum. aurait fait une diagonale sensationnelle, alors que euh, pour toi, c'est différent et ta place est à la maison. Et c'est ça Ouais, qu'il faut ouais. juste, ce dont il faut avoir conscience, et le mieux étant en amont peut-être, pour t'éviter l'abandon, justement. Mais voilà, il n'y a pas de vérité, il y a la tienne. C'est ça qui est intéressant. Et là, on voit bien qu'au cœur de ta démarche, ce qui est important, c'est la découverte du territoire. Ça serait peut-être intéressant pour toi que tu puisses creuser encore plus comment la mettre au cœur de, oui, il y a le parcours, ok, tu vas y aller, mais finalement, qu'est-ce que tu as envie d'observer au travers des territoires? Est-ce qu'il y a, c'est plutôt, je dis n'importe quoi, mais nature, les personnes, la géographie, Ouais, ça, je le creuse, mais très, très, très profond. J'organise des randos, c'est la thématique à chaque fois. Je le creuse bien, le truc. et du coup, ça permet vraiment de donner du sens, j'en parlais en intro, de vraiment donner du sens à ton voyage, et c'est un véritable moteur. Et c'est fabuleux parce qu'on est vraiment là dans je découvre, j'explore, et puis je mets au cœur une arme formidable qui est la découverte des territoires, des hommes, l'étude sociologique dont tu parles. Donc c'est super. Et peut-être que de creuser ça de façon encore plus profonde, précise, amènerait encore plus de sens et peut-être un moteur décuplé, à voir. Il n'en a pas besoin. J'entends aussi. Ouais, Mais il y a un sujet famille pour Rémi où il peut rebondir peut-être. j'entends aussi une phrase forte chez toi, Stéphane. Abandonner n'est pas une option. Eh ben, bravo, parce que c'est véritablement là aussi un moteur important. Je vais juste t'expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah tiens, son nom m'échappe, ça va me revenir. Un apnéiste là qui a 4 records du monde français, pas Arnaud Gérald, mais celui d'avant. Bref. Et en fait, lui ne se permettait pas l'échec, ne se permettait pas de ne pas réussir. Et ce n'est qu'après avoir découvert cette notion qui bat ses records du monde et qui se sent complètement libéré. Et c'est vraiment ça quoi, que je tenais ces propos. Et voilà, et parfois, pour certains, mais c'est à vérifier avec chacun, se permettre d'abandonner, c'est lâcher un poids terrible, et c'est être libre et être beaucoup plus léger et être beaucoup plus performant, si on parle de performance. C'est pas évidemment dans l'idée d'accéder à l'abandon, hein, mais c'est se libérer d'un poids, quoi. C'est dans cet esprit-là que je voulais que je tenais mes propos.
Et dernière réflexion, Stéphane, tu parles de routine. C'est super les routines parce qu'effectivement, ça clarifie, voilà, il y a un ordre, il y a un protocole, etc. La dérive d'une routine, c'est que elles ne sont pas souvent challengées, ces routines. On les met toujours en œuvre, alors que nous, on évolue, on bouge, on est mouvement dans notre énergie, dans notre motivation, dans nos ceci, dans nos cela. Bien que vous en ayez fait plusieurs, c'est à chaque fois une première fois, une diagonale, hein. C'est à chaque fois une première fois. Chaque situation est unique et éphémère. Donc les routines, c'est super, mais attention de pouvoir les challenger de temps en temps pour savoir si elles font toujours sens ou si en fait, quand je challenge ça avec certains sportifs, en fait, ils font des choses qui, par habitude, mais pas du tout parce qu'elles font sens et du coup, ils passent à côté de d'autres nouvelles routines qui, elles, seraient plus en phase avec qui ils sont à ce moment-là. Voilà, donc je voulais juste. Si on prend la routine bagagerie ou autre, j'ai une liste et en fait, à chaque fois, je raye ce qui me sert pas. La liste est de plus en plus petite. Pardon. Donc ça veut dire que tu t'adaptes à qui tu es au fil des diagonales. Oui, puis clairement, puis comment dire, d'appréciation du besoin réel. Stéphane, tu as indiqué avant, quand tu parlais d'enfants, et tu as indiqué, Rémi, toi aussi, tu as un lien par rapport aux enfants, je crois. Ça me fait le lien vers Rémi, ton approche de l'abandon, et effectivement, par rapport aux enfants, il y a quelque chose également. Rémi, je t'en prie, vas-y. Oui, oui, non, mais c'est vrai que les enfants, je trouve, ça donne une force aussi supplémentaire. Alors, c'est vrai que moi, les abandons, enfin voilà, bon, en plus, je suis plus expérimenté en termes d'abandon puisque j'en ai deux par rapport à tous les autres. Moi, j'en ai deux, mon actif. Mais non, non, c'est vrai que moi, j'ai un avant et un après enfant. C'est vrai que sur la gestion de cette de ce diable, au final, c'est vrai que quand on a enfin, voilà, on a des jeunes enfants, quand on part de la maison, on se dit, on lâche la maison pour un instant, on laisse la maison à la famille, et donc il n'est plus question d'abandonner parce que les sacrifices que l'on met, c'est embêtant de les mettre pour rien. Donc c'est vrai que ça y joue, mais c'est vrai que mon premier abandon, moi je l'ai eu, j'avais pas d'enfant à l'époque. Et c'est en plus, enfin, ce premier abandon c'est ce diable dont dont tu as parlé, Sébastien, qui m'a joué, moi, clairement des tours. J'ai abandonné sur ma deuxième diagonale, donc au moment de la première, ce diable, je me rappelle, donc ma première diagonale, j'étais à Cognac, j'avais passé une très mauvaise journée sur le vélo avec du vent, des mauvaises conditions. Et j'étais en face de la gare de Cognac. Et ce diable était là, à côté de moi, en disant, mais prends un train, prends un train, prends un train, c'est bon, t'en as marre, ça sert à rien de continuer. Et cette fois-là, je l'ai jeté, le diable, j'ai dit non, je continue. Et je me suis pas rendu compte de le jeter, mais j'ai pas pris un billet et j'ai continué en vélo. Et la deuxième fois, c'est sur la deuxième diagonale, où pareil, mais je l'avais abordé complètement différemment, cette diagonale. C'est là quand on parle de sens du voyage. Tout à l'heure, tu as parlé du sens du voyage. Je lui avais donné, je pense, un mauvais sens a posteriori. Mais c'est vrai que ce diable, cette fois-ci, il a été beaucoup plus fort. Et quand je suis passé devant une gare, ben là, j'ai tourné, mais sans même poser aucune question. Et j'ai pris un billet, je suis rentré. Alors, je sais qu'il y a une phrase bateau, on grandit de ses échecs ou quelque chose comme ça. Enfin, on prend des expériences suite à nos échecs. Mais c'est vrai que ça a été un moment fort. Et c'est vrai que cette diagonale, parce que bon, là, quand on fait de la longue distance, il y a toujours des moments difficiles. Mais cette diagonale, je lui avais pas donné un bon sens, puisque en gros, elle était en un mois et demi avant d'un Paris-Brest-Paris. Et je l'ai abordée, cette diagonale, un peu d'une manière plutôt légère, où c'était quelque chose qui allait me donner des kilomètres pour Paris-Brest-Paris. En fait, je l'ai pas mis en sens propre. Et du coup, le fait d'être dans la difficulté,
je pense que mon mental a lâché de se dire c'est pas la priorité. Donc du coup, la priorité c'est Paris-Brest-Paris, c'est pas la diagonale. Donc j'ai lâché à ce moment-là et ça a fait un switch. Alors que l'année d'avant, c'était la diagonale la priorité. Et donc je pense que c'est ce moment-là Ouais. où le diable prend. En fait, il a pris forcément des efforts. Et ce qui est intéressant dans cet abandon que j'ai a posteriori. Donc, ça, c'est une analyse que j'ai plutôt a posteriori et personnelle. À la suite de l'abandon, j'ai eu une phase où j'étais. Alors, comme j'allais pas récupérer des enfants, donc je rentrais chez moi et j'étais dans une phase où j'étais plutôt. Voilà, je suis mauvais, je suis nul, ça sert à rien de faire du vélo Paris-Brest-Paris dans un mois, mais je suis incapable de faire Paris-Brest-Paris. Et tout d'un coup, à quelques jours du Paris-Brest-Paris, ça s'est inversé. Et je me suis dit, mais par contre, il est hors de question que j'abandonne à Paris-Brest-Paris. Et à Paris-Brest-Paris, aussi bizarre que ça a été, j'ai eu un mental comme je n'ai jamais eu de toute ma vie, où ça n'est même pas venu à une seule seconde. La souffrance, elle était néante. Parce que c'était même pas imaginable d'abandonner. Et par contre, bon, le deuxième abandon, lui, il est, il est pour moi, donc c'est sur Londres-Edimbourg-Londres. Alors je compte pas, c'est pas le dernier qu'on a fait que tu parlais, Christophe, puisque là, pour moi, c'est pas un abandon, c'est l'organisateur, mais fin à l'organisation, donc on n'abandonne pas réellement. Mais non, le premier Paris-Brest-Paris, là, c'est le physique qui a lâché. Alors, et on parlait de préparation, préparation. Là, ma préparation était tronquée. Justement, on parlait de famille. J'étais père depuis. Enfin, j'avais deux enfants dont le dernier était assez jeune, et donc du coup, j'ai eu une préparation que je n'ai pas. Enfin, j'ai passé plus de temps à m'occuper de mes enfants que faire du vélo. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir faire du vélo, j'ai eu le Covid. Donc du coup, je n'ai pas fait quasiment pas de vélo pour faire Londres-Edimbourg-Londres. Et je suis arrivé à Londres-Edimbourg-Londres, alors fatigué du Covid, sans aucun kilomètre au compte, quasiment aucun kilomètre au compteur. Mais du coup, j'y suis allé. J'ai rapidement rouler avec Pascal Bachelard, donc, qui est également diagonaliste. Et, euh, et donc, je le suivais. Enfin, c'est lui qui m'a tiré jusqu'à Édimbourg. Et donc à Édimbourg, on a dormi sur place. Et là, bon, j'avais tiré mon corps, je sentais que je tapais dedans depuis un bon moment. Donc on dort à Édimbourg et au réveil, j'ai une douleur atroce au niveau du tendon d'Achille. J'arrive pas à marcher, enfin, je me traîne, il y a un endroit pour déjeuner. Et là c'est ce qui fait que très rapidement, je me dis, ça sert à rien de pousser le corps et de tirer le corps. Je n'arrive pas à marcher et, euh, et je fais décision assez rapide de me dire, ça sert à rien de continuer. Certes, en plus, voilà, on parlait d'accompagnement. On avait prévu avec Pascal Bachelard de finir ensemble, donc on était à rouler à deux, mais moi, c'était hors de question de continuer. Et donc, du coup, mais cet abandon, je ne le vis pas. Le premier, je le vis comme un échec, c'est ça qui est assez intéressant. Et celui-là, je le vis plutôt comme un succès parce que je me suis pas mis. Enfin, j'ai récupéré assez rapidement de cette blessure. Je suis pas allé tirer mon corps plus loin. Et donc voilà, donc deux aspects, deux abandons, mais deux visions différentes de l'abandon. Merci de ton témoignage. Je retiens Paris-Brest-Paris. Tu prends une décision très forte. Ça se voit dans l'intonation de ta voix, quelques jours avant le départ. Sur cette course-là, je n'abandonnerai pas. Et ça, en fait, cette prise de décision très forte, elle fait partie du conditionnement dans l'avant. Et c'est le point de départ d'un état d'esprit. De se dire, là, c'est presque un leader, tu vois. À ce moment-là, tu es leader de ta personne. Et à ce moment-là, quand tu prends des décisions très fortes aussi, c'est aussi éloigner très loin les diables. Ou alors, lorsqu'ils viennent, ils viennent sur la pointe des pieds parce qu'ils en ont peur. Ils tapent à la porte tout doucement, alors que ton premier abandon, il arrive et il fracasse la porte. Et en fait, il n'y a plus personne. Tu vois, c'est assez marrant. Je le fais de façon métaphorique, mais on a trois intelligences, corps, cœur, esprit.
Et c'est intéressant et je trouve que, tiens, tu fais parler ton corps, tu as très mal au tendon d'Achille, et si le corps pouvait s'exprimer à ce moment-là, eh ben, il t'a donné réellement la réponse à ta question. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que le mental, il prend une place monumentale. Il est toujours en train de vouloir, d'interpréter, de ceci, de cela. Mais donner la parole à son corps, on a accès à d'autres informations. Bah non, finalement, ouais, ok, je suis fatigué, mais pas tant que ça. Enfin, ça suscite pas un abandon. Bah, en fait, vous avez accès à d'autres informations qui viennent compléter peut-être une vision globale. Le cœur, c'est l'intelligence du cœur, bah, c'est ses désirs profonds, c'est sa motivation, c'est le sens, c'est aussi le calme intérieur ou les émotions, les attachements, voilà. Et là aussi, on a accès à d'autres informations sur la motivation réelle, voilà. Et évidemment, lui, le monde des pensées qui veut toujours, voilà. Donc c'est intéressant. Donc de pouvoir se questionner au travers de ces trois formes d'intelligence, c'est assurément d'avoir une réalité peut-être plus objective et plus précise, plus voilà, de nos trois formes. Voilà, et juste pour terminer, j'aimerais vous dire que l'effort et la volonté, parce que vous avez parlé d'effort aussi, le sacrifice même, ne gagne jamais son match contre notre imaginaire. On peut mettre toutes nos forces et notre volonté, si on ne se sent pas capable, si on ne se voit pas comme Paris-Brest, Paris, je me sens capable, je m'imagine être un leader, ou en tout cas, je prends une décision forte et je vais terminer cette course, eh ben, c'est toujours le vainqueur de cette dualité. Alors, quand les deux sont réunis, c'est fabuleux, mais ce qui se passe là, et on parle un peu de conditionnement, on parle de méthode Coué, c'est se raconter des histoires puissantes, ça a un pouvoir extraordinaire. Coué a soigné des maladies, quoi. L'effet placebo, c'est quand même ça. C'est incroyable. Et voilà, c'est du conditionnement. C'est le bel exemple que Coué emploie, c'est qu'on vous met une planche de 25 cm par terre sur le sol. On vous demande d'aller d'un point A au bout de la planche en marchant. Bah, évidemment, vous y arrivez parce que vous vous sentez capable de le faire, parce que c'est très facile. Prenez la même situation, je vous mets à 100 mètres de hauteur avec 2 points comme ça, sans sécurité. On n'est plus capable de le faire et c'est la même chose. Donc, si je m'en sens pas capable, et je peux me convaincre, tenter avec de l'effort et de la volonté, pour autant, l'imaginaire et la peur de chuter et de mourir est trop forte. Voilà. Et parfois même, ça va loin parce que à vouloir trop, c'est assurément de s'éloigner de ce que je veux. Je veux me coucher hyper tôt pour être en forme pour demain et je me mets au lit et je me dis alors là, il faut que je dorme parce que c'est trop important. Et ben, ça peut être très compliqué. Bon, voilà. Donc, voilà, le conditionnement, qu'est-ce que je me raconte comme histoire, ça a des impacts considérables. Merci Sébastien. Rémi, tu parlais de apprendre de ses échecs. Sébastien t'indiquait se permettre d'abandonner. Et peut-être à chacun, qu'avez-vous appris en quoi, Christophe, Stéphane, Rémi, vous avez appris quelque chose justement? Je sais que maintenant je réagirais différemment, ou je me connais mieux maintenant. En quoi ça vous a changé peut-être un abandon? Bah, je pense que ça oblige à réinterroger justement tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment je me prépare, comment d'un point de vue mental je suis conditionné ou pas, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai justement questionné ce que je recherche dedans, et là moi j'y suis dedans là en ce moment, je me questionne encore sur le fait de repartir parce que j'ai pas encore la garantie de retrouver mes sensations, comme tu disais, Sébastien, de plaisir et de découverte et de joie d'être sur mon vélo quand je pédale. Enfin, c'est un questionnement. C'est pas, je ne dis pas que je ne vais pas les retrouver, et c'est un vrai doute. Alors, ça met du doute, hein. Un abandon, vous
vous bouscule un peu quand même. C'est-à-dire, est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que je suis capable de, c'est pas physiquement, c'est est-ce que je suis capable de retrouver ces sensations, ces émotions qui sont en fait mon moteur, tout simplement. Et, 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 et c'est vrai que je me souviens que juste après l'abandon, j'ai appelé deux amis très rapidement pour dire, venez faire, on va faire un 400. Donc 15 jours après l'abandon, j'ai dit, il faut qu'on aille faire un 400, juste pour retrouver, pour revoir si c'était quelque chose qui était purement passager ou si j'étais capable de retrouver rapidement des émotions et le plaisir de pédaler. Alors, le fait de pédaler à trois, j'ai trouvé beaucoup de plaisir et, et c'est revenu, ça m'a permis d'atténuer un petit peu mon doute, mais il est quand même revenu et je me dis, est-ce que je suis capable de. Donc, je pense que ça nous oblige à nous réinterroger justement sur tous ces éléments qu'a adressé Sébastien de manière tout à fait intéressante dans le podcast. Il faudra que je le réécoute une fois que tu vas le passer. Mais je le passerai avant ma prochaine diagonale, ça c'est certain. Mais globalement, c'est vraiment, non, non, je pense que ça nous oblige à nous. Parce qu'évidemment, on se repasse, alors on se repasse l'histoire 40 fois, on essaie de l'analyser point à point. Je ne suis pas certain qu'on ait toujours la bonne analyse, mais peu importe. Mais c'est vrai qu'on recherche, on se re-questionne sur cette préparation, sur la manière de ressentir, le pourquoi on y est, le comment, enfin, et est-ce que je le partage avec d'autres ou pas? Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai un groupe d'amis qui me suit. Est-ce que c'est pertinent? Enfin, on se pose plein de questions sur, justement, tu parlais des routines. Voilà, l'abandon, moi, me re-questionne sur mes routines. Ça, c'est évident. Même si elles avaient peut-être été pas suffisamment concrétisées la fois précédente, mais c'est clair que ça réinterroge beaucoup de choses. Donc, quelque part, c'est intéressant parce que ça oblige aussi à. Et puis ça montre aussi, je dirais, quelque part le défi qu'on sent systématiquement, parce que quand on réussit toujours quelque chose, c'est que c'est facile. Donc, quelque part, ça montre aussi que, bah, mine de rien, on fait des choses qui sont hors de l'ordinaire, comme dit notre ami Gégé, j'adore cette phrase, on ne fait pas des choses extraordinaires, on fait des choses hors de notre ordinaire, et faire des choses hors de l'ordinaire, ça mérite qu'on réfléchisse bien à la manière dont on les fait pour que ça se passe le mieux possible. Merci Christophe. Rémi, Stéphane, notre approche qu'apprend-on de ces échecs, de ces abandons? Moi, je parlerai pas des choses apprises d'un abandon ou autre, mais plutôt comment dire, quand ça s'est pas passé comme prévu en termes je dirais, de résultats ou de déroulement, de trouver les axes d'amélioration pour améliorer la chose, que ce soit, je sais pas, si on prend la course à pied, si j'ai pas fait le temps que je voulais au marathon, c'est ce qui a pas été dans la préparation dans le jour J pour améliorer tous ces points-là. Moi, ce que je me sers plutôt, c'est des souvenirs mentaux que j'ai pour pas abandonner. Je me souviens de situations où j'étais plus fatigué que ça, où j'avais plus mal un peu partout, et qu'au final, ça a été au bout. Et je me sers de ces repères-là que j'ai, dont souvent je me souviens assez bien, pour me convaincre comment dire, et trouver une route pour, euh, pour se dire que ça va le faire et ça va le faire. Donc, je sais pas, moi, en termes de temps de sommeil, tiens, je vais devoir rogner autant sur le sommeil. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. Ça s'est bien passé? Oui. Et c'est bon, de retrouver des choses que j'ai déjà connues en termes ouais, de bobologie, de manque de sommeil, de tout n'importe quoi. Bon, des situations déjà connues plutôt pour avancer et non pas comme enseignement d'un abandon ou d'autres, dans d'autres sports. Mais ouais, plutôt les leviers que j'avais employés à ce moment-là pour arriver au bout, quoi. Plutôt là-dessus, j'utilise moi, le retour d'expérience perso. Tu t'appuies sur tes expériences pour faire face à des situations. Pour, ouais, pour avancer, ouais. Moi, alors il y a un peu, un peu des deux, de synthèse de Stéphane et Christophe presque. C'est vrai que le fait d'avoir laissé on va dire, mon mental me vaincre une fois, ça reste quelque chose qui, du coup, me rappelle dans les moments où c'est difficile. En fait, ça s'est incrémenté un peu dans ma routine et je me dis, bah, je sais que j'ai répondu aux sirènes hyper facilement, mais j'ai surtout plusieurs fois, mais une fois, alors que je l'ai plusieurs fois, je les ai pas du tout, enfin, je les ai ignorés. Et c'est vrai que j'ai toujours, quand j'ai des moments durs, je me dis, mais voilà, tu as déjà abandonné enfin, je parle pas de Londres Boulon qui est une blessure et qui est autre chose, mais tu as déjà abandonné
as laissé le mental te prendre le dessus. Enfin, tu n'as pas besoin de. Tu peux lutter contre ça et ne laisse pas le mental prendre le dessus. Et donc, du coup, entre guillemets, un mécanisme qui se met naturellement en place. Et c'est le point. Je savais que, avec du recul, je sais que j'aurais pu arriver au bout sans problème. C'est juste que j'ai laissé les. Enfin, j'aurais pu arriver au bout si j'avais pas écouté et appelé aux sirènes. Et j'avais aucune raison d'abandonner. Et donc, du coup, c'est vrai que le vrai apprentissage, c'est de dire, OK, on peut abandonner, on peut avoir des sujets, mais au final, on peut être plus fort que ça. Et ça, je trouve que ça m'a donné, moi, une force un peu supplémentaire de ne pas avoir, de pas appeler et de ne pas écouter ces sirènes qui sont arrivées, quoi. Merci Rémi, je vais laisser le soin à Sébastien de conclure, mais j'ai une petite question Sébastien, c'est que Rémi avait parlé de son problème de talon d'Achille, Stéphane de sa boule au ventre, Christophe des douleurs et un appel du sariste et je repars rapidement et ça va. Est-ce que tu peux nous faire une petite approche en moins de 2 heures entre la douleur et l'émotion et la motivation? Est-ce que la douleur s'en va? Comment on gère la douleur tout simplement? Comment on passe au-dessus ou non? Ou est-ce qu'une émotion positive permet d'aller au-delà de la douleur? Il y a douleur et douleur, il y a parfois de la lassitude au niveau mental qui amène d'un coup un corps beaucoup plus raide ou moins de sens à ce moment-là, qui amène des tiraillements, des gênes, etc. Et puis dès lors que la lassitude disparaît parce qu'il y a un sens qui arrive, et en ultra-trail, il y a des ultra-trailers qui sont beaucoup là, ils sont crevés, tout ça, et puis ils passent le dernier ravito, il reste 5 bornes, et puis là, d'un coup, il y a un corps qui est complètement léger. Donc, et la sophrologie l'a montré, les liens entre le corps et l'esprit. Ce que je pense, l'idée que je me fais, amène un corps relâché, fluide ou pas. Donc, c'est dingue. Je peux avoir mal partout parce que j'en ai marre, et tout va bien parce que je retrouve du sens. Et tu l'évoquais tout à l'heure, je crois, Christophe. Donc voilà, ça c'est dingue. Ensuite, il y a j'allais dire des vraies blessures, des parties de soi, de son corps qui sont tellement sollicitées qu'eux. Et là, il y a plusieurs options. Il y en a qui décident de ne pas s'en occuper du tout et de porter leur attention ailleurs, donc de se dissocier de la douleur et de se concentrer ailleurs et de faire diversion. Et il y en a qui y arrivent très bien. Moi, c'est pas mon cas. Je suis incapable de ça, par exemple, parce que ça me prend trop la tête. Et dans mon cas à moi, alors ceux qui arrivent à faire ça, et que ça fonctionne, bravo et continuez. Pour ceux qui ont beaucoup plus de difficultés avec ça, c'est tout comme un enfant qui se blesse et qui vient de s'ouvrir ici au niveau du bras et qui saigne et qui voit ça et qui pleure. Tu leur demandes de préciser exactement où est-ce qu'ils ont mal et si c'était là et à quelle intensité, etc. Et puis ils en ont tellement marre qu'en fait, ils passent à autre chose. Et puis, donc de s'en occuper pleinement de sa douleur, de l'observer avec curiosité, de voir son intensité, de voir à quel moment elle arrive et quels pourraient être les. C'est aussi un moyen, à un moment donné, de l'évacuer. C'est comme son mental. On veut repousser le diable ou alors finalement, c'est aussi une part de soi qui souvent a peur ou est fatiguée, ou en tout cas qui est très émotive, et de s'en préoccuper, d'ouvrir une discussion avec elle, de venir la rassurer, de lui dire que les choses vont bien se passer, etc., mais que je vais prendre le lead, etc. Et parfois, c'est un moyen vachement plus efficace pour s'en détacher, entre guillemets, ou en tout cas pour vivre avec le temps d'une. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Et après, il y a des douleurs, Rémi t'en parlait, qui sont telles que là, le corps s'exprime et voilà. Et finalement, c'est assez cohérent de ce que je comprends, avec tout le respect que je te dois, Rémi, mais sans préparation, sans entraînement. Bon, voilà. Christophe, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah. C'est que tu ne retrouveras pas tes sensations. Pour une simple et bonne raison, c'est que les sensations sont uniques.
Mais j'ai une super nouvelle pour toi, c'est que d'aller à la rencontre de ces nouvelles sensations, c'est formidable. Oui, non, mais C'est c'est formidable, sûr. puisque ça va être une première fois et ça va être unique. Non, mais c'est Évidemment, super intéressant. j'ai entendu. Ouais, pardon. Ouais, vas-y. Non, je disais, c'est super intéressant ce podcast parce que c'est une thérapie pour préparer ma prochaine diagonale. Je trouve ça extraordinaire. Tu es rempli de doutes, mais bienvenue Ouais. au club. T'inquiète pas, t'en auras moins si tu te regardes le soir chez toi dans ton canapé des séries Netflix. Tu verras que tu auras moins de doutes. Onesta en parle, le manager d'équipe de France de hand, l'entraîneur le plus titré. Le doute fait partie intégrante du quotidien et du manager et des joueurs et des préparateurs physiques et mentaux, etc. C'est OK parce qu'il y a justement cette incertitude, cet inconnu, cette imprévisibilité, ces aléas, faire face à un problème, etc. C'est ça la compétition quand même, c'est ça une aventure. Donc que le doute soit là, bah, quoi de plus cohérent? C'est OK. Maintenant, se débarrasser de son doute, j'ai envie de te poser, Christophe, quelle est la solution? Savoir si je peux ou je peux pas. Il y a une solution, il ne va pas y en avoir 1000. C'est d'y aller. J'attends ta réponse. Eh oui, bien sûr, Et oui. bien sûr. Mais C'est d'y aller. je suis convaincu de toute façon que de toute façon, je ne pourrai jamais rester sur un échec. C'est pas une histoire de terminer mon cycle ou quoi que ce soit. Je ne resterai pas sur une diagonale non terminée. C'est pas possible. Donc, même si je passe à autre chose après, il faudra au moins que j'en fasse une. Ouais. Bon, bah, bravo, tu as répondu à ta question. C'est chouette. Sur l'échec, et j'avais envie de vous le partager, je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Extraordinaire. En France, on en est encore, nous, à souligner au crayon rouge les fautes des enfants à l'école ou voir l'échec comme un problème de voir. Ce sont ceux qui ont le plus échoué qui ont le plus réussi. Je veux dire, échec et performance sont synonymes. Il faut arrêter c'est des faux débats, tout ça. Soyons clairs sur le sujet. C'est super intéressant, Stéphane. Je te remercie de se servir de ses propres références en interne pour se dire que je l'ai déjà fait, je suis capable d'eux. Je trouve ça hyper intéressant et très instructif, effectivement. Et j'encourage souvent les personnes à aller au-delà. Tu parlais de sortir de ces zones d'habitude ou hors confort ou je sais plus, bref, mais d'aller explorer très loin, d'aller pousser les curseurs à droite, à gauche, en haut, parce que plus on va explorer et sortir de ces zones d'habitude, plus on aura vécu d'expérimentation, d'exploration, d'expérience, et mieux on se connaîtra, et mieux on pourra être capable de se dire, là, c'est encore possible, largement. J'ai déjà vécu ça, en fait. C'est OK pour moi. Je sais que je peux aller, voilà. Quelqu'un qui est resté dans son petit cercle et qui a jamais mis un pied en dehors, dès qu'il y a une averse, déjà, se pose des questions. Donc, voilà. Et puis, Rémi, c'était intéressant parce qu'il y a un lien fort à ton mental, finalement, et presque un match à jouer. Et je me demande si, dans la famille, de vaincre son mental ou de l'observer ou de mieux comprendre, si ça pouvait être un moteur intéressant pour toi d'aller sur une prochaine diagonale ou sur autre chose, mais d'observer son mental, de mieux le comprendre, de voir à quel moment il arrivait, pourquoi il arrivait, et comment tu t'en préoccupais à ce moment-là. Je trouve que c'est intéressant Oui, je pense, voilà. en effet, ouais, quand tu le poses comme ça, je pense que ouais, c'est intéressant de le regarder et de voir les choses. Je pense que puis, en fait, on en apprend énormément sur soi et je pense que tu peux en effet en apprendre encore plus sur toi et sur pourquoi, et puis même creuser pourquoi à ce moment-là, tu as dit oui et pourquoi à ce moment-là, tu as dit non. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Super chouette, ouais. Je pense qu'on a fait un Voilà tour. ce que je voulais vous partager. Merci Sébastien, en tout cas. Moi, je retiens que tu nous donnes plein d'espoir dans nos échecs, qu'en fait, c'est une richesse. Autant les expériences permettent de contrer les échecs, autant j'ai bien compris qu'on se forge aussi avec ça.
Est-ce que peut-être un dernier mot de quelqu'un ou on arrive au terme de cet épisode? Non, mais merci. Moi, je n'ai qu'un regret, c'est que tu n'aies pas exploré ton abandon, Marc. Il faudra revenir pour un autre épisode. Mais en termes de quantité d'abandon, je bats largement tout le monde, je pense. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment fortement Christophe pour avoir lancé cette idée, à vous remercier tous les trois pour avoir parlé avec vraiment humilité, sincérité, simplicité de la difficulté qu'on rencontre et des échecs qu'on peut croiser. Merci beaucoup à Sébastien pour ton œil extérieur, ton œil professionnel de coach sportif, de comment tu entraînes les gens, comment tu permets d'aller au-delà. On voit bien que la longue distance ne se résume pas à des kilomètres, mais on va parler de lucidité, de régularité, d'obstination, mais d'obstination jusqu'où on a le courage ou non de continuer. Merci à vous toutes et tous, auditrices, auditeurs, d'être fidèles à Diagonaliste. Si vous souhaitez partager votre expérience de la longue distance, des diagonales, des BRM ou des Paris-Brest-Paris, des Londres-Édimbourg-Londres ou autres aventures, écrivez-moi à diagonaliste@gmail.com. Si cet épisode vous a parlé, prenez le temps de le partager autour de vous. La longue distance mérite d'être racontée.